Alors, monsieur Lies Rahmani, vous êtes à Bruxelles, capitale belgo-européenne. Je suppose que c'est pour assister au rassemblement de la communauté algérienne de Belgique, du Luxembourg et des Pays-Bas. Moi, ce que je voudrais savoir, enfin, je voudrais avoir votre point de vue sur l'évolution de la situation en Algérie à travers notamment les grandes sorties d'aujourd'hui qui viennent en support de celles d'avant. Voilà. Je voudrais un peu que vous nous Tout donniez d'abord, votre point de vue je tiens à saluer les Algériens. Donc, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Azur, bonsoir tout le monde. Effectivement, je suis à Bruxelles, donc la capitale belgo-européenne, comme vous dites, monsieur. Effectivement, c'est pour assister demain au rassemblement et à la manifestation pacifique. Je ne dirais pas une manifestation qui est en soutien à la manifestation d'Algérie, mais une manifestation des Algériens pour l'Algérie. Ce n'est pas un soutien, c'est des Algériens. دونك هادو الجزائريين رايحين يتظاهروا هما تاني من اجل الجزائر الغد ماشي من اجل المسانده لانهم جزائريين ما يساندوش هما تاني معنيين بالموقف هذا فقط. حتى الجزائريين في الجزائر نظن هما ما يساندوش على حسب لي سلوغون تاعهم ولا ما شفتش انا شعارات جي با فيو دي سلوغون كي سوتيان سوسي او سولا ils demandent le changement une نفس المطالب libre et démocratique نفس une المطالب justice indépendante tout à fait نفس المطالب نتاع الشعب الجزائري كانوا عايشين في الجزائر او عايشين في الخارج فهم جزائريين عندهم نفس المطالب تغيير النظام كامل كما راه جمهوريه جديده دولة عداله دولة ديمقراطيه نمشيو في اطار يعني الدولة الحقيقية اللي تقدر تمتد بنا إلى دولة متطورة دولة حضارية دولة قانونية دولة عدالة فقط هذا المطلب نتاع جزائريين الخارج وجزائريين الداخل لا فرق بينهما on fait pas de différence entre les Algériens de l'intérieur et les Algériens de l'extérieur on est Algériens point c'est tout on a les mêmes revendications نفس المطالب دولة العدالة l'état de droit فقط. Je m'excuse, M. Rahmani, mais je vous fais part un peu d'une synthèse des discussions que j'entends dans les institutions européennes. Ils sont apparemment, moi, ils sont plutôt rassurants par rapport au changement qui se déroule en Algérie, d'autant plus que l'ashya اللي ذكرتها هما ce sont leurs valeurs, القيم تاعهم العدالة, justice indépendante, état de droit, etc. Ils ne peuvent pas honnêtement dire on est contre. Et en plus, ce que j'entends moi les eurodéputés, je vous dis, moi je suis journaliste, je n'interviens pas, je les entends, c'est mon pays quand même, ils sont rassurés par le comportement plutôt positif de l'armée algérienne maintenant. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, أنا نجاوبك بصراحة je vais vous répondre honnêtement. Personnellement ما تهمنيش واش تخمم لا كوميسيون أوروبيان ولا واش تخمم لا كوميسيون نتاع لا لابوني ولا نتاع البول نور. Il s'agit d'une affaire algéro-algérienne. دونك واش يخمموا هما ما يهمنيش على باز. سكي مانتيريس انا يهمني انا الشعب الجزائري واش يخمم واش يطمح qu'est-ce qu'il veut et quel est son rapport avec la dictature qui existe en Algérie. Bark. Maintenant que les autorités européennes cautionnent, ne cautionnent pas, ce n'est pas leur problème. On est libre et indépendant et on cherche à l'être encore beaucoup plus. On est maître chez nous. Si demain on décide qu'on soit des esclaves de X ou Y, c'est à nous de décider. Si on décide d'être libre, c'est à nous. La Commission européenne, elle n'a qu'à régler ses problèmes. Si elle veut parler d'Algérie, c'est d'égal à égal concernant des problématiques qui sont communes. Mais ça ne m'intéresse pas ce que eux pensent. Ce qui m'intéresse, ce que moi je pense. En tant qu'Algérien, ce que moi je veux. Ce n'est pas la Commission européenne de décider. Ni j'ai à prendre en compte ce qu'elle veut. Je connais mes intérêts, je les défends. Bec et ongle. Moi, ce n'était pas l'objet de ma question. Hein. Moi-même, tout d'abord, je n'ai pas parlé de Commission européenne, j'ai parlé des eurodéputés. Des eurodéputés et autres. Mais moi, personnellement, là, ça fait rien, je vous porte la contradiction. Malish, on est là dans le débat. Je préfère les déclarations de l'Union, parce que l'Algérie ne sera jamais un pays isolé. Je préfère les déclarations
de principe de l'Union européenne, même s'il y a de l'hypocrisie, c'est ça la politique, que les interventions directes et fâcheuses du gouvernement français au début du mouvement populaire. Voilà Monsieur, ce que je voulais dire. on est- C'est tout. non mais je vous comprends parfaitement, mais on n'est pas en contradiction. Ce que je veux vous dire, tout simplement, c'est que c'est effectivement, l'Algérie, c'est pas un pays qui est isolé dans le monde. Donc c'est un pays qui subit, qui agit, qui interagit avec son environnement national, régional et international. Mais il y a au fait une autre, comme on dit, problématique, c'est que en agissant en tant qu'État souverain est une chose, en tant qu'État asservi qui observe ce que l'autre dit est une autre chose. Donc ce que les autres disent, je le prends en compte, mais je ne suis pas obligé de m'y soumettre. C'est ce que je veux vous dire. Absolument. Je peux collaborer avec l'Europe, avec les États-Unis, avec l'Asie, mais pas sous forme de serf et seigneur, mais sous forme de seigneur à seigneur. Je vous remercie, monsieur Rahmani. Je vous en prie. Alors, de mon côté, j'aurais quelques questions à vous poser également. Donc, on le répète, vous êtes bien ici pour assister au rassemblement qu'il y aura demain à Bruxelles, donc en soutien pour le peuple algérien. Et je me demandais ce que vous pensez de ces actions, si elles ont un réel poids, un réel poids. D'abord, je tiens à remercier le même jeune homme qui me pose la question, qui est organisateur de la manifestation de demain. Si je suis à Bruxelles, c'est pour participer à la manifestation en tant que citoyen, pas pour de la récupération politique. On est bien. Donc, pour moi, c'est un honneur personnellement de voir un jeune de la deuxième génération algérienne vivant en Occident. يعني هز في قلبه يعني محبة الجزائر والروح الوطنية سي يعني حاجة مانيفيك كما يقولوا تاوعنا لي جون عندهم بلاد يعيشوا فيها احنا الجزائر عايشة فينا les gens ils ont des pays احنا notre pays vit en nous et la preuve on est là par ce jeune homme qui s'appelle Karim je ne sais pas le nom de famille j'ai pas le droit pour l'instant sauf à lui s'il veut l'énoncer c'est autre chose Massinissa. si vous voulez voilà Et- donc pour nous pardon oui effectivement jeune homme monsieur plutôt. Merci. Même si vous êtes jeune, je vous dis monsieur. Merci. Vous méritez le titre de monsieur. Effectivement, votre action à l'étranger, elle est très importante. Pourquoi? Parce que vous êtes, si vous voulez, l'interface de communication qui transmet, en fait, le vœu des Algériens à la liberté. Vous représentez le peuple algérien à l'Occident. Vous êtes le porte-voix des Algériens à Bruxelles. Vous êtes. Donc c'est important ce que vous faites. J'essaie de m'exprimer toujours en tant que citoyen et en tant que citoyen tout simplement, et je me pose des questions en tant que tel. Et je me demandais également, donc, quels seraient vos conseils pour ne plus reproduire le même schéma qu'il y a depuis toutes ces années en Algérie et selon moi dans C'est simple. beaucoup de pays. C'est simple, jeune homme. Il faut qu'on se batte, il faut qu'on arrive à réaliser ce qu'on appelle l'état de droit. État de droit. Une fois qu'on a établi l'état de droit, là où on va sacraliser la règle de droit, c'est fini. L'Algérie est partie sur de très bonnes bases. Parce qu'il n'y a pas une autre solution pour qu'un État puisse évoluer à part l'état de droit. Et j'imagine que vous avez déjà des notions et des idées de comment pouvoir arriver à atteindre cet état de droit. Ça, en tant que parti, oui, bien sûr. En tant que Front des Forces Vives, oui. On a notre programme qu'on exposera le jour venu, comme tous les autres partis, je pense. Et même vous, demain, si vous créez un parti, vous aurez un programme. Et c'est aux Algériens après de décider quel est le programme qui leur correspond le plus. Oui, effectivement, on a notre programme, on a notre avis sur la situation, sur comment établir l'état de droit, c'est quoi pour nous l'état de droit, quelle est la nouvelle constitution, elle doit être rédigée comment, quels sont les axes de la constitution, après on passera vers les lois organiques, etc. Même l'état en lui-même, on doit le définir en Algérie. Est-ce qu'on sera pour un état présidentiel, paraprésidentiel, parlementaire, un mix entre les deux, ou on va choisir une formule qui correspond à la société algérienne. Donc là maintenant c'est autre chose.
Donc chacun a son programme. Après, Et au peuple de choisir. Exactement. De voter. J'ai une dernière question qui est peut-être un petit peu prématurée, mais qui m'interpelle déjà depuis un moment. Donc selon vous, quel sera le moment opportun pour réclamer des comptes aux éventuels complices du pillage qu'il y a eu en Algérie et même dans toute l'Afrique? en fait, quand on parle de pillage, avant le pillage, il y a un autre problème. C'est le mensonge politique et historique. Il est pire que le pillage pécunier. يعني سرقة الدراهم هذه جريمة صغيرة لكن سرقة التاريخ qu'on nous pille notre histoire, qu'on nous pille nos origines, notre culture, ça c'est le problème plus grave. Parce que l'argent, nous on peut le fabriquer, mais notre identité, notre histoire, on ne peut pas la fabriquer, elle est là, il faut la récupérer en fait. Exactement. Tout simplement. Maintenant, si vous voulez, quel est le moment opportun? Quand on établira l'état de droit, c'est à ce moment-là, avec le vrai droit, qu'on pourra juger tout le monde. Même les gens morts à titre posthume, on va les passer en justice. S'ils ont commis des crimes, il faut qu'on identifie les crimes qu'ils ont commis, qu'on les juge à titre posthume. Ne fût-ce que pour l'histoire et pour Exact. pour notre histoire. Non mais justement pour l'histoire elle-même. Parce que pourquoi? De notre histoire, on pourra avancer vers l'avenir et éviter les erreurs du passé. باش ما نعاودوش الاخطاء السابق. ندخلوا في المستقبل avec كيما نقولوا حنايا مع تاريخ مفهوم واضح ومتعلمين منه الدروس اللي عطاها لنا ماشي مع تاريخ مدرح. J'essaie de parler باللغات الاثنين. Bien sûr, bien sûr. Désolé pour l'auditoire, mais on est à Bruxelles, donc les questions sont pratiquement en français. Mais نعملوا وسعنا باش نهضروا بالعربية ثاني en même temps. Moi, c'est pour rassurer Karim, mon ami jeune, mais c'est un ami quand même. Lui, je pense que l'esprit de sa question, c'est comment récupérer l'argent volé en Algérie. Et je pense là, à ce niveau, ne t'inquiète pas, Karim, je te tutoie parce que tu es plus jeune que moi et je suis l'ami de ton papa. Je pense que tu n'as pas à t'inquiéter, comme l'a dit M. Rahmani. Une justice indépendante peut récupérer tout l'argent stocké dans les offshore, même dans les banques, et même les États sérieux livreront tous les secrets à un État démocratique et légitime. Voilà. Bien Moi, sûr, je bien pense sûr, que tout à il y a fait. certaines associations qui le disent. Plus que c'est en fait c'est le droit international Le aussi. droit international. Bien sûr. Et l'Algérie a signé des conventions. Bien comme sûr. etc. Là, ne Tout à fait. t'inquiète pas. Et en plus, il faut notamment regarder ce que disent les associations anticorruption, que ce pouvoir de bandits martyrisé à l'époque, ils disent notamment Djilani Hidjaj, etc. Ils ont tout un dispositif de lutte sérieuse contre la corruption, comment récupérer l'argent, comment protéger les dénonciateurs, etc. Là, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Mais ça sera une justice indépendante qui fera ça. Bien sûr, tout à fait. Dans l'état de droit, surtout si on a un parlement élu de manière démocratique et réellement populaire, dans ces cas-là, on peut faire par exemple voter une loi qui permette aux différents services de l'État algérien de poursuivre tout Algérien qui a commis un délit ou un crime économique partout dans le monde, quelle que soit sa nationalité, au même titre que les États-Unis. Il faut juste faire voter cette loi-là et après, c'est à nos différents services de faire leur travail selon les lois algériennes. Justement à ce sujet, au niveau des élections, que pensez-vous des élections par tirage au sort? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous pensez que c'est envisageable pour l'Algérie? Ça me parle pas vraiment, mais expliquez-moi peut-être, c'est quoi le tirage au sort? Je n'ai pas tous les tenants et les aboutissants pour vous expliquer ça. Il y a des personnes très intéressantes, des économistes, des professeurs d'économie, tels Étienne Chouard, qui développent ça de mieux en mieux. Je ne saurais pas vous expliquer ça exactement. Maintenant, c'est un système qui a fonctionné pendant plus de 200 ans en Grèce. Je pense que c'est intéressant de se retourner un petit peu vers ce que les Grecs ont fait, puisque si je ne me trompe pas, c'est quand même je ne vais pas dire les piliers, mais ils ont quand même développé le concept de démocratie. Citoyenneté, de démocratie et tout ça. Je suis d'accord avec vous. Et c'est intéressant de voir qu'ils pratiquaient justement, de quelle manière, je ne sais malheureusement pas vous expliquer exactement, parce que ça prend du temps et je ne suis pas professionnel là-dedans, mais il y avait des élections par tirage au sort. Écoutez, c'est très simple.
moi, si je comprends un petit peu ce que vous me dites là, quand on parle de tirage au sort, ça veut dire qu'on devrait choisir entre des compétences équivalentes. Oui. Et dans ces cas-là, oui, pourquoi pas. C'est un Voilà, tirage au donc, sort. de ce que j'ai compris, ce serait donc des personnes, des hommes de loi, des juristes, des personnes qui ont étudié le droit, qui seraient pris dans... Alors comment est-ce qu'on va effectuer le tirage au sort, c'est encore autre chose, mais qui seraient pris dans une sorte d'élection sur qui on pourrait tirer au sort. C'est une élection sélective. Sauf que, actuellement, le monde actuel ne permet pas ce genre d'élection. Pourquoi? Parce que, qu'est-ce qui va se passer? Si vous voulez créer ce qu'on appelle la crème de la crème et prendre une élection de manière sélective et après passer au tirage au sort, c'est antidémocratique actuellement. Parce que le peuple va se sentir écarté de cette sélection. Maintenant, moi, j'irai pas vers le tirage au sort, mais j'irai vers la libéralisation totale de tous les médias. Oui. Ce qui permettrait au fait une présélection faite par les médias en connaissance de cause, mais vis-à-vis du peuple. C'est-à-dire, tous les candidats qui vont se présenter, on va les passer par plusieurs filtres médiatiques. Et à chaque filtre, on les dénude un peu plus. Jusqu'au final, vraiment le peuple va être au courant de l'exactitude et de l'ampleur et de la taille et de la dimension de ces gens-là. Et c'est au peuple de décider, est-ce qu'ils les prennent en compte ou pas? Est-ce qu'ils votent pour eux ou pas? Mais on peut s'apercevoir quand même que le système électoral actuel, il est facilement faussé, il est facilement manipulable, On n'a pas de système électoral actuellement. Actuellement, qu'est-ce qu'on a? Le système de vote, pardon. On a une mascarade. Une mascarade. Exactement. Comment Là, contrer cette mascarade? on a une mascarade. Pour la changer. Tout simplement, il faut mettre un code électoral transparent, juste et justifié. Voilà. Maintenant qu'on est passé par exemple aux cartes biométriques, Oui. ça veut dire quoi? Ça veut dire que les cartes d'identité sont répertoriées sur un système informatique national. Donc, pourquoi établir une carte de vote puisqu'on peut voter avec sa carte biométrique? Puisqu'elle est facilement identifiable. Par exemple. Ce serait une solution. Exactement. Une des Comme meilleures. ça, on n'aurait pas ce qu'on appelle des électeurs qui n'ont pas créé leur carte ou fabriqué leur carte, etc. et rentrer dans des polémiques. Les listes aussi, c'est pareil. Du moment que la carte biométrique, elle existe pour X, ça veut dire que la personne existe réellement. Mais si on reste sur les listes électorales, sur les listes électorales, vous avez des morts, de fausses identités, des personnes qui n'existent pas. Ça, c'est ce qu'on appelle les malices de l'administration pour qu'elle puisse manipuler les chiffres. Mais on ne parle pas d'élections en Algérie actuellement. Parce que réellement, les règles qui existent en Algérie, c'est des règles qui permettent de transgresser la démocratie elle-même. C'est un moyen de détourner la démocratie, de créer une mascarade démocratique, tout simplement. Donc on ne peut pas parler de ça pour l'instant. Nous, on parle d'une période où on va créer de lois réelles, démocratiques et transparentes. Dans ces cas-là, on pourra parler d'élections, mais pas pour l'instant. Très bien. Déjà le fait que les PV doivent remonter à une instance centrale pour être transmis au ministère de l'Intérieur, ça, il ne faut plus que ça existe. Les PV démarrent des bureaux. Le résultat est donné au niveau du bureau. Il ne part pas ailleurs. Pas besoin d'aller à la PC rassembler tous les bureaux et les PV pour les annoncer. Le PV, le résultat de chaque bureau, est annoncé de manière unilatérale. Et le recoupement se fait au niveau central, sans avoir à intervenir au niveau régional. Très bien. Mais Plus les systèmes de surveillance électronique, etc., etc. On peut parler de ça, mais ça, au fait, ça sera sujet à débat technique entre les élites nationales qui seront concernées par ça. Pour le vote en Algérie, il suffit qu'il y ait une volonté politique. Mais je crois qu'on devrait passer à une autre question plus importante, c'est la menace au niveau des frontières. Je termine ma phrase. Je vous en prie. C'est pas grave. Il suffit qu'il y ait une volonté politique pour qu'il y ait des élections libres et démocratiques. Ça Mais paraît simple. actuellement en Algérie, Ça paraît depuis 20 ans, depuis l'arrivée de Bouteflika, même bien avant, la volonté était de frauder. Depuis 60 ans, monsieur. Voilà. Depuis 60 ans. Mais ça a pris de l'ampleur. Ouh, mais c'est la même chose, c'est la même chose. C'est la même chose, ouais. C'est des pratiques qui, pour nous, depuis l'indépendance, c'est la même chose. Hein. Hazib, je peux poser une question. Comment j'ai terminé
Monsieur Rahdani, je voulais vous poser une question sur la situation actuelle en Libye. Est-ce que vous pensez que ce qui se passe actuellement peut dégénérer sur nos frontières, Je vais répondre à votre question honnêtement. Ce qui se passe en Libye, personnellement, ça ne m'intéresse pas. Ils peuvent aller en enfer, s'auto-exécuter, s'auto-mutiler, ça ne m'intéresse pas. Maintenant, si votre question concerne nos frontières, là, ça m'intéresse. Oui. Apparemment, certaines caisses de résonance médiatique font circuler une information que des forces libyennes sont en train de s'amasser au niveau des frontières algériennes. Ma réponse, je souhaite que ça soit une vérité. Parce que ça serait une opportunité pour nous d'enfoncer les frontières et de créer une bande de sécurité qui sera entre 50 et 120 km en profondeur dans les terres libyennes. Et l'armée algérienne, on a les moyens et le besoin stratégique est là. Et ça justifierait notre intervention, je ne vais pas dire manu militare, mais militaire au niveau des frontières. Quitte à ce que même ce fameux général Haftar, nous darbouh ou aux frontières de la Libye avec l'Égypte. Ce n'est pas loin de chez nous. Et on a les forces nécessaires pour faire ça. Donc pour nous, la Libye n'est pas une menace réelle et sérieuse. Ça serait une opportunité pour nous. Maintenant, politiquement, je vais répondre. Pour moi, c'est un jeu entre le Khaïn Gaïd Saleh, ses associés في الإمارات ومصر. علاش؟ باش يبينوا une menace في الحدود، باش يكالميو الثورة الشعبية. الثورة لازمها تكمل سلمية سلمية، ما تخافوش من الحدود. الجيش الوطني الشعبي ما نهضرش على قايد صالح، الجيش الوطني الشعبي وإمكانياته التقنية والعسكرية قادرين على الحدود وقادرين على ليبيا وحتى على اللي ورا ليبيا. ليبيا ما تخوفناش. La Libye ne nous fait pas peur. Au contraire, ça serait une opportunité extraordinaire. Parce que on a tout intérêt في مصلحتنا، في مصلحة الجزائر الاستراتيجية، أن نعملوا شريط أمني مع ليبيا فيه 120 كيلومتر داخل التراب الليبي. وحفتر نضربوه كون يتخبى في الحدود المصرية. ما عندنا حتى إشكال. قوتنا تقنيا وعسكريا ومن ناحية الأسلحة والكفاءة قادرين عليه. على حفتر وعلى مو وباباه وخالته واللي يوقف معاه. C'est clair. Sir Rahmani, concernant le nouveau gouvernement Maza ou Atrous, jusqu'où ils vont nous mener? Et jusqu'à quand nous allons supporter leur ingérence? Non, ce gouvernement, pour nous, il est illégitime, il n'est pas légal, il devrait sauter d'un moment à un autre et on passera normalement à une transition avec une élite nationale, sans réellement une tendance politique, mais avec une compétence technique pointue. C'est ça le but, c'est d'aller vers une transition nationale, nationaliste, patriotique, qui mènera l'Algérie à des élections démocratiques et transparentes, avec l'établissement des nouveaux codes électoraux. Mais le gouvernement qu'il y a actuellement, il est illégitime, illégal, tout simplement. D'ailleurs, le président Abdelaziz Bouteflika, Allah la yarham minnou adam, le fait de démissionner, c'est pour légitimer ce gouvernement. Parce que s'il avait laissé l'application du 102 pour incapacité, le gouvernement aurait été automatiquement illégitime. Pourquoi? Parce que le président qu'il a nommé, soi-disant, est lui-même incapable de gérer le pays. Donc, gouvernement illégitime. Il a démissionné pour faire appliquer le 102, mais dans l'intérêt du système, que le gouvernement soit maintenu. Ça veut dire que le président est parti de sa propre volonté, mais pas par incapacité. Donc, le gouvernement, il est légal. Pour lui, pas pour la revendication populaire. Et on l'a vu dans les manifestations d'aujourd'hui. الشعب ناض قال تروحوا كاع لا حكومة لا قايد صالح
لا مع قايد صالح تروحوا كاع الجزائر جديده، دوله جديده ديمقراطيه حقيقيه، دوله عداله وقانون. شكون يكتب القانون هذا؟ ولاد الجزائر. شكون يدير القوانين الانتخابيه؟ ولاد الجزائر، ماشي ولاد الحركه، ولاد القوميه، ولاد هادو لي زوجي فرويتي او المافيا او لا سيكت ساتانيك كي ا ديريجي l'Algérie. دونك لو غوفرنمون هذا ما نهضروش عليه. بور نو ني هو ني لي ديسيزيون كيل بروندرا سون نول اي نون افنو. برك. Nouvelle République. Nouvelle République. Inch'Allah. Inch'Allah. Il y a quelque chose quand même que je voulais vous demander déjà, et c'était intéressant sur la question précédente. Est-ce que vous pensez qu'on arrivera un jour aux États-Unis d'Afrique? Est-ce qu'on arrivera à fédérer l'Afrique qui a tout pour... qui est déjà le continent de l'avenir? Ce serait un État fédéral, ce serait avoir des États-Unis d'Afrique. Écoutez, de votre question, j'en déduis vraiment que vous êtes ambitieux et que vous êtes très jeune. J'espère que ça sera يعني في حياتك نتايا ان شاء الله. لكن commençons par parler d'Afrique du Nord. Après, on passera vers l'Afrique. L'Afrique, c'est un très gros continent. C'est le continent d'avenir. C'est la population la plus dense sur le plan mondial en 2050. L'Afrique détient pratiquement le 1/3 des richesses mondiales, tant agricoles qu'au niveau des matières premières. Et même au niveau de la matière humaine, je dis la matière humaine, matière grise, etc., main-d'œuvre et tout ce que vous voulez, c'est l'Afrique qui sera après ce qu'on appelle le carburant du monde. Je suis d'accord avec vous. Mais maintenant, moi je préfère, j'ai 50 ans, moi je préfère répondre à quel est l'avenir de l'Afrique du Nord dans le contexte mondial actuel. Pour les États fédérés de toute l'Afrique, ça, Monsieur Karim, ça sera votre mission à vous, pas la mienne. Moi j'aurai fini ma mission. D'accord? Merci beaucoup pour... Il reste quand même quelque chose d'important à souligner. Et je ne sais pas pour que vous répondiez, vous pouvez reprendre la parole avec plaisir, que tous les citoyens du monde sont en béatitude devant ce qui se passe en Algérie, depuis les marches, depuis le 22 février, bien sûr. Est-ce que vous avez une explication politique, sociologique, spirituelle à ce qui se passe? Parce que c'est quand même quelque chose d'inédit dans le monde et tout le monde le dit. Quand les Autrichiens et les Autrichiennes, les Australiens et les Australiennes, les Américains et les Américains, les Canadiens et les Canadiens, les Anglais et les Anglaises disent nous voulons savoir ce qui se passe en Algérie. Bien sûr que ça nous fait plaisir, nous en tant qu'Algériens, parce que ça titille notre ego. Mais est-ce qu'il y a matière à poser une réflexion à ce niveau? Mais monsieur, on n'a pas besoin de réflexion. C'est 3000 ans d'histoire qui se réveille. Il ne faut pas oublier qu'on parle de l'Algérie, anciennement la Numidie, dont la capitale s'appelle Sirta. Il ne faut pas oublier que 300 ans avant Jésus-Christ lui-même, on était des rois et des seigneurs dans notre zone. Tout simplement, moi, la réponse, elle est claire. C'est 3000 ans d'histoire qui se réveille. Donc, il ne faut pas s'étonner du civisme des Algériens. Les Algériens, c'est 3000 ans d'histoire. C'est tout, qui se réveille. Tout simplement. C'est la réponse à votre question. Votre dernier mot, monsieur Hamani. Mon dernier mot, c'est très simple. نقول للشعب الجزائري اللي يخوفوكم من ليبيا ما تخافوش منها. ليبيا ما تخوفناش. ما تخوفنا لا ليبيا، لا الناس اللي ورا ليبيا، لا اللي تحت ليبيا، لا اللي فوق ليبيا. حفتر هذا وحق من سماه محمد. ما نجيبوهش ميت، نجيبوه حي ونعفسوه في لابلاص صودا. الجزائريين الكل يعفسوا على خليقته وعلى الكور تاعو، يموت بالعفيس. سي ميم با افيك لي زارم. تخافوش من ليبيا. ومام البغل تاع قايد صالح يقدر يقولها لكم، ليبيا ما تخوفناش، غير لا كان هو دار كونترا مع الامارات باه يهدوا الجزائر في الحدود باش يخوفوا الشعب الجزائري. لكن من الناحيه التقنيه العسكريه ليبيا ما تخوفناش. ماذا بينا ليبيا تشكل المناص وتعطينا هي الفرصه ان نجتاحوا ليبيا فقط.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bravo. Très bien, avec ça. C'est comme ça que ça se passe là-bas,